Il s'est passé des choses très importantes aujourd'hui en Allemagne. Je vais rappeler dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Hein. Tu me corriges si je dis une bêtise, mais en général, j'en dis jamais. Les 36 clubs de Bundesliga 1 et 2 se sont réunis, assemblée générale extraordinaire. Ça s'est passé dans un hôtel de l'aéroport de Francfort, pour être précis. Alors, du jour, les négociations. Francfort, ville de pognon. Bien sûr. Ah oui, Francfort. La Banque centrale. Ah oui. Francfort, il y a du blé. Donc, alors, du jour, les négos autour de l'arrivée d'une société de capital investissement qui devait permettre au foot allemand de percevoir une somme inédite. Et finalement, ça a été rejeté. Il fallait les 2/3 des votants pour et cette majorité n'a pas été atteinte. Alors, cette négociation prévoyait la cession de 12,5% des droits de TV pour une période de 20 ans contre 2 milliards d'euros. Somme inédite quand même pour le foot allemand. Alors en Allemagne, on disait quand même ça nous permettrait de combler notre retard sur la première ligue, mais il y avait des détracteurs à ce plan qui, pour eux, s'apparentaient à vendre le foot allemand aux financiers. Polo, explique. Attends, est-ce que je peux compléter quand même avant qu'on laisse parler Polo? Donc tu as précisé les 12,5 de ses revenus pendant 20 ans. La France a vendu 13% avec possibilité de majoration à vie. Tout à fait. À vie. Les Allemands ont refusé 12,5 pendant 20 ans. L'objectif des 2,6 milliards, tu l'as dit, il fallait une majorité des 2/3 des clubs. Oui, parce que là, beaucoup de saucisses, mon cher Gilbert. Pas beaucoup. Moi, j'ai repris les dépêches des agences. C'était 2/3, la majorité des 2/3 et on imaginait que ça ne se joue pas à grand chose. Finalement, ça a été Polo va nous dire à quoi ça s'est joué. Il y avait 3 fonds qui étaient sur le coup, Blackstone, CVC et Advent. Ouais. Et je crois que certains ont cru que ça pourrait se faire. Je ne sais pas quel était ton point de vue, Polo, tu vas nous le dire dans un instant. Et finalement, donc, les bijoux de famille, parce que c'est un peu l'expression qu'on emploie dans ces cas-là, qui ont été vendus en France, n'ont pas été vendus en Allemagne. Polo, à toi. Ouais, alors c'est en fait assez intéressant parce qu'on est dans un long processus, j'ai envie de dire typiquement allemand. C'est-à-dire que là, on n'aurait même pas dû ratifier le fait qu'un investisseur arrivait. Là, on était dans un processus où on était. Est-ce qu'on continue à travailler à la recherche d'un investisseur, quel que soit le nom de ceux qui sont potentiellement arrivés? C'est-à-dire qu'en fait, le projet, il est mort-né. On n'a même pas été jusqu'à la fin du processus allemand très classique, où ensuite, ne l'oublions pas, il aurait fallu que tous les présidents de club aillent devant leurs associations, rappelons-le, pour demander si on le faisait ou pas. Donc tout ça, c'est très compliqué, mais c'est très très allemand aussi, on en avait parlé il y a à peu près 3 mois. En fait, ce qui est très paradoxal dans ce vote, c'est qu'en fait, la majorité dit oui, puisqu'il y a 20 clubs sur les 36 qui ont accepté théoriquement de continuer. 20 étaient pour, 11 contre. Insiste là-dessus, Polo, parce que ça veut pas... C'est 5 se sont abstenus. C'est fort quand même. Hein. Et 5 se sont abstenus. J'ouvre une parenthèse très rapide. Les 5 qui se sont abstenus, il va falloir qu'on m'explique pourquoi on s'abstient sur un sujet aussi critique, parce que tu sais pas. Important. Parce que tu sais pas quoi faire. Non, parce que tu veux pas voter non. Quand tu t'abstiens souvent dans les votes, c'est juste que tu veux pas voter. Ou parce que tu veux pas te fâcher avec des puissants. T'es pas contre le fait que ça arrive. Si c'est voté à la majorité, si ça arrive, c'est pas contre. Mais par contre, ce que tu veux pas, c'est voter non. C'est ça, s'abstenir en réalité politiquement, ça que ça veut dire. La deuxième chose qui me semble importante, c'est évidemment les statuts de la Ligue allemande. Donc tu l'as rappelé, Gilbert, c'est la DFL, donc la Ligue professionnelle allemande, qui recouvre les premières et deuxièmes divisions. La troisième division, qui est aussi professionnelle, elle est de côté puisqu'elle est gérée par la fédération directement. Là, c'est juste les 36 clubs de Bundesliga et de Zweite Liga. Sauf que dans les statuts, pour changer, pour accepter le fait de continuer la recherche et le process de discussion et de construction de ce projet, il faut les 2/3, donc 24 clubs, qui soient d'accord. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai été extrêmement surpris, même s'il y avait, on va régler rapidement le problème des supporters, en gros 17 associations des supporters sur les 18 clubs allemands de Bundesliga étaient contre ce processus-là, mais ça on va dire c'est à peu près normal, c'est grand classique. Le seul qui était OK au passage c'était Leipzig, c'est pas une surprise. Ce qui est intéressant, c'est que ce vote a montré toutes les différences d'ambition et d'objectifs politiques, sportifs, économiques de ce que veut être la Bundesliga et la deuxième division. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne sait pas qui a voté pour et contre.
On sait à peu près que Borussia Dortmund a voté pour, on sait que Francfort a voté pour, que le Bayern Munich a voté pour. On pense que les clubs de deuxième division ont plutôt voté contre et qu'ils ont été rejoints par des clubs comme Cologne et le club d'Augsbourg, par exemple. En France, par exemple, Polo, parce on va essayer aussi d'être concret pour qu'on ne perde pas tout le monde bien, parce qu'il faut expliquer quand même quel est le but derrière tout ça. En France, face à la panique de la baisse des droits télé, d'un manque d'argent, notamment qui avait suivi la crise Covid et les fameux prêts qu'il fallait rembourser à l'État, cette recherche de l'investisseur étranger, c'était une mission, mais une mission pour Vincent Labrune, qui a beaucoup œuvré à ça, et il y avait une unanimité totale derrière lui, où en gros c'était tuer notre porte-parole, tuer en mission, trouve-nous cette oseille, trouve-nous ce milliard 5, sinon on s'en sort pas. L'Allemagne, il y a une réflexion qui a été complètement différente, parce que c'est là que j'aimerais comprendre et que tu nous expliques, c'est comment on crache sur 2,6 milliards, quoi. Bon, déjà, on n'a pas la même structure de compte de résultats entre le foot français et le foot allemand. Structurellement, et là je parle hors Covid, parce que les Allemands, depuis 3 ans, perdent de l'argent suite au Covid, mais sont en train d'en sortir. C'est-à-dire les comptes qui ont été sortis il y a 1 mois et demi sont encore légèrement négatifs, mais en gros, ils vont redevenir positifs à partir de l'année prochaine. La grande question, c'est on ne connaît pas quel va être le montant des droits télé nationaux pour la période 2025-2029. Ça, c'est une énorme interrogation. C'est quoi la période? Redis-moi la période. 2025-2029. Ça, tu sais que c'est partout en Europe, c'est la panique là-dessus. Oui, je sais, c'est énorme. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de débats en ce moment. Mais juste par rapport à la Réunion, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui ont quitté le fameux hôtel que tu as dit, mon cher Gilbert, n'ont pas voulu s'exprimer devant les médias parce que c'était une forme de choc et que la famille football allemand professionnel était en train de se briser entre différentes aspérités et de différentes personnes qui avaient des ambitions différentes pour leur club. Il me semble avoir compris, Paulo, dans une des revendications des groupes qui étaient opposés, enfin des clubs qui étaient opposés, il s'opposait notamment à une clé de répartition trop favorable aux locomotives. Oui, et précisément la stratégie qui avait été adoptée. Oui, parce qu'une fois que l'oseille tombe, il faut savoir à qui va cette oseille. En France, rappelons-le, que c'est l'un des arguments qui ont. En France, rappelons-le, on a donné. C'est un argument qui nous a permis d'accepter le deal, et là, c'est l'argument qui fait qu'on refuse le deal. Mais attends, Thibaut, en France, c'est encore différent. C'est que ils voulaient tellement cet argent que la clé de répartition, à la limite, ils se sont dit, écoutez, si vous voulez donner une énorme partie au PSG, créer votre club Europe pour que OMOL ait un petit peu plus, et après hop, et puis que les derniers aient pas grand-chose, 16 millions, c'est pas grave, on a tellement besoin qu'on accepte tout. Mais ça, la différence, elle est là. C'est très important à ce niveau-là, c'est que ce que tu dis, Daniel, c'est que le foot français est structurellement déficitaire et forcé de vendre ses joueurs chaque année pour équilibrer à peu près ses comptes. En Allemagne, on n'a pas besoin de vendre les joueurs dans l'absolu, le résultat d'exploitation est largement positif. Donc ça, c'est très différent. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Déjà, ils ont beaucoup plus Pourquoi, par exemple, la France repose, on le sait, c'est les 2 piliers, à chaque fois, on en parle, les 2 mamelles de l'économie du foot en France, c'est la vente des joueurs d'un côté, les droits télé de l'autre. Il y a très peu de marketing, à part pour le PSG, un peu pour l'OM, mais pour le reste, c'est quasiment négligeable l'apport. Bon, il y a un peu de billetterie, mais tout ce qui est marketing, développement, marque, tout ça, c'est peu. En Allemagne, c'est quoi? En Allemagne, on appelle ça le 4 quarts. Ça a été, alors c'est en train de changer évidemment comme le gâteau. Covid, c'est qu'en fait on s'est rendu compte pendant des années que les revenus issus de la billetterie, que les revenus, et ça c'est une chose dont on parle très peu en France, issus du sponsoring, pour les revenus issus des droits télé et pour les revenus ce qu'on appelle autres, y compris donc les droits de mutation, donc les transferts, étaient à peu près à égale valeur, les 4. Donc c'était énorme. C'était la grande force du modèle allemand, en fait, et qui est très. D'ailleurs, quand tu discutes avec des économistes, ils disent mais il y a qu'en Allemagne qu'on a réussi à faire ça. C'est que le sponsoring, c'est-à-dire que les entreprises locales ou régionales amènent beaucoup d'argent, énormément. On parle beaucoup évidemment. Ça c'est pas le cas ici. Chose qui n'est pas le cas en France. Il y a évidemment, on dit chaque année, les stades sont blindés en Allemagne, et c'est pas des stades à 10 000 places. Donc évidemment, la billetterie elle tourne à plein régime. Elle est plus forte en première ligue. Pourquoi? Parce que les montants sont énormes. Alors que les montants pour payer ton billet sont énormes, qui est un autre débat qui permet au passage une certaine sélection. En Allemagne, le prix des billets est le plus faible d'Europe, en tout cas du top 5 européen. Mais il y a un volume de personnes qui viennent au stade qui sont très importants. Les droits télé, vous savez... Mais quand tu dis sponsor, Paulo, les grosses entreprises, sont dans le foot alors qu'en France, elles rechignent parfois un peu. En France, elles ne veulent pas venir. La troisième chose, évidemment, c'est... Il faut bien que l'Allemagne, c'est un grand pays d'industrie aussi, et que l'industrie ramène aussi à une tradition
La sponsoring, deuxième en chose, c'est le chiffre d'affaires global des clubs. Même en période Covid, celle de cette saison, c'est 3,6 milliards, tu divises par 18 pour la Bundesliga, ça fait un chiffre d'affaires moyen d'un club allemand de Bundesliga à 200 millions. En France, il n'y en a pas énormément. Même l'Union Berlin, qui débarque de la seconde division, a budgété cette saison 157 millions de chiffre d'affaires, alors que c'est un petit club avec un stade de 22 000 personnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent, tout de suite, les sponsors arrivent. Pourquoi ? Parce que l'image est positive, et puis en fait, le football allemand, n'oubliez pas, est très Il y a une image positive. Ouais. Une image Bon, très alors, positive. pourquoi ils n'ont pas voulu de 2,6 milliards ? Non, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie. Déjà, rappelons quand même que les Allemands sont bien conscients d'être une île par rapport à ce qui se passe dans le football européen. Leur modèle est complètement différent. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et ça fait des années on commence à le voir dans les médias, qu'on en marre à la fameuse Rattenrennen, la course de rats. C'est quoi la course de rats ? Vous le savez, vous connaissez ce concept, c'est cette fuite en avant financière qu'on voit dans le football professionnel, qui fait que c'est toujours plus, toujours plus. Alors il y a les Anglais qui sont arrivés, enfin la première est arrivée. Les rats, c'est juste pour préciser, c'est les autres, donc. Mais non, mais c'est le fait d'être dans des roues et tourner tout le temps. Et tu peux chercher d'avoir de l'argent. C'est plutôt les hamsters, alors. Oui, c'est les hamsters, c'est pas les rats. En français, l'expression, moi, j'ai pas de rat en cage. C'est un peu plus mignon, le hamster, c'est pour ça. La rat race, c'est l'expression anglo-saxonne. Et en Allemagne, ça se dit Rattenrennen. En France, on dit foire d'empoigne. C'est-à-dire que cette fuite en avant financière de toujours plus avoir d'investissement, il y a des Allemands, des clubs qui disent stop, ça sert plus à rien. De toute façon, c'est pas en récupérant cet argent en plus qu'on pourra rattraper la première ligue. Ouais, sauf que les gros clubs, eux, veulent. Hier, Dortmund, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à franchir ce pas. Oui, ils étaient prêts, mais c'est en même temps eux qui sont les premiers à dire il faut supprimer le lien qu'il y a entre l'association et la société commerciale. Ça, c'est vrai. 50+1. Donc c'est tout ça. Mais en quoi c'était dangereux, Polo ? En quoi tu vois 12,5% des parts, donc des futurs droits télé contre 2,6 milliards ? Ça laissait quand même un contrôle. Toi, on n'est pas dans ce qui s'est fait en France, on les a vendus à vie. On les a vendus pour 20 ans. En quoi les clubs allemands pouvaient se mettre en danger, en fait ? Daniel, on n'en était pas là. Là, on était en train de dire, est-ce qu'on continue le processus à aller chercher un investisseur, même si officieusement les noms étaient déjà là, etc., etc. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de négocier déjà les droits, les clés de répartition, les ceci et cela. On n'en est pas là. C'est juste, est-ce qu'on continue le process ? La réponse, elle est niette. Niette, alors, en étant minoritaire, rappelons-le, parce qu'il n'y a que 11 clubs qui ont dit non, donc 11 sur 36. La deuxième chose qui me semble importante, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'il y en a 10, ça ne sert à rien de continuer. Parce qu'on ne pourra jamais plus lutter contre la Première Ligue et qu'en fait, ils disent que... Si tu prenais 2,6 milliards... Non, 2,6 milliards sur 20 ans divisé... 2 milliards, c'est 2 milliards divisé par 36 clubs, tu vas voir, c'est pas ça qui va te faire concurrencer... Ce que disait le négociateur de la Fédé allemande, qui disait que certes, on avait refusé, mais il fallait maintenant proposer un projet qui permettrait d'assurer l'avenir du football allemand. Mais ça ne veut pas dire que cette thématique... Ça ne veut pas dire que cette thématique ne va pas revenir peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Mais en ce moment, ils disent on n'a pas le temps. Les clubs allemands étant globalement bien gérés, je mets à part le Hertha Berlin, on n'a pas besoin d'oseille comme ça, de la fraîche pour s'en sortir. Et il y a la question. Et il y a la question. Non, mais la question, elle est très importante parce que encore une fois, on est en Allemagne. De Axiom du Lyonnais. Nous ne dépensons pas l'argent que nous n'avons pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? On peut le vérifier. La deuxième chose, être compétitif, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et les Allemands, ils ont dit, on ne veut pas être compétitif parce qu'on ne sait pas ce que vous nous apportez ces 2 milliards, on ne sait pas comment ça va être géré, on ne sait pas si c'est vraiment utile de vendre, comme tu dis Daniel, les bijoux de famille pour être compétitif, pour se faire sortir par Manchester City, Arsenal ou Tottenham. Donc voilà, la question là, moi je vous le dis honnêtement, je ne sais pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je vois tout ça. T'avais pas d'avis, toi, sur c'était bien de le faire ou c'était pas bien de le faire ? Non, parce que je pense dans les débats en Allemagne, qu'est-ce qui se disait ? La situation du football européen fait que ce n'est pas un pays qui doit répondre à ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que moi, mon avis, il est très simple. Il faut absolument brider, non pas le fait que la Première Ligue a des revenus qui sont croissants par rapport à ce qui se passe maintenant. Moi, je pense que l'une des premières choses à faire, c'est de bloquer, en partie en tout cas, les investisseurs qui font ce qu'ils veulent sur l'achat des clubs. C'est l'histoire de Chelsea qui est une caricature, évidemment. C'est-à-dire que je dis toujours, Chelsea, c'est 500 millions de chiffre d'affaires en euros. Le Bayern, c'est plus. Le Real, c'est plus.
Le Bayern et le Real ne peuvent pas lutter avec Chelsea parce que Chelsea, son propriétaire, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est un sur problème. le marché des droits internationaux, par exemple, tous ces clubs-là et tous ces championnats. Bah non, parce que c'est dans le deal, justement. C'est qu'il y a aussi l'histoire des droits, de la négociation des droits internationaux, et que dans les droits internationaux, tous les championnats sont concurrents. Donc si toi tu prends du retard par rapport aux autres, mais ça, c'est mais de toute façon, le retard, il est difficile à combler. La première ligue a mis une tarte à tout le monde. Leurs droits internationaux, ils les vendent, ils les vendent. Et la France, qui est encore à 70-80 millions, ils rêvent de 200 millions, alors que les Anglais sont déjà au milliard. Il y a un sujet aussi pour la Bundesliga, c'est ça que je veux dire. Mais les Allemands auraient certainement pu également vendre, augmenter leurs droits à l'international. Mais tu peux aller plus loin. Tu peux très bien dire un jour, parce que moi j'en avais discuté avec des Allemands, parce qu'ils me fatiguaient, si tu dis une fois oui, une fois non, on dit Jein en allemand, tu as une réponse à la normande, ah oui, on veut bien, on veut pas, etc. Je leur avais dit, mais pourquoi vous sortez pas tout simplement du système européen, puisque votre modèle, vous êtes auto-centré avec vos propres revenus, etc. Et là, dire oui, mais quand même, c'est important, la Coupe d'Europe, c'est ceci, c'est cela. Mais il faut aussi bien se rendre compte que le club qui cherche à vivoter en seconde division allemande, quand je dis vivoter, c'est plus de 30-35 millions de chiffre d'affaires. Hein. C'est pas du tout comparable avec ce qui se passe en France. Lui, il s'en fiche complètement d'un Manchester City Bayern. C'est pas son objectif. Le problème, il est qu'on n'a pas une réflexion, de mon point de vue, on n'a pas une réflexion européenne sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Moi, mon point de vue, et c'est le même depuis 20 ans, quand un club fait moins de chiffre d'affaires, de réaliser que le Bayern ou le Real et le propriétaire peut mettre ce qu'il veut comme argent pour acheter tous les joueurs, je considère que c'est une distorsion de concurrence. Et que cette distorsion de concurrence, c'est énorme. Le risque qui peut arriver, c'est la fracture entre les cendants, si je puis dire, à l'échelle allemande, les petits clubs et les grands clubs. Et à nouveau, et là, je le sers sur un plat à Daniel, à savoir, la Super League va réapparaître. Mais le problème, c'est que ce que décrit Polo, finalement, est le seul moyen du contrôle européen, c'est de se mettre dans une organisation qui contrôlera tout ça. Polo, j'aimerais juste. Polo ne veut pas l'entendre, mais ce qu'il décrit, c'est ça. Repartons pas sur la Super League. Ce qu'a dit Thibaut est très important, parce que il a fait cette menace, en fait. Qui Watzke, le président de Dortmund, il a fait comprendre, plus solidaire que nous, en parlant des gros clubs allemands, ça n'existe pas. Il dit, vous n'avez pas voulu de ça. En gros, je ne sais pas ce qui va se passer derrière, mais on va voir ce qui va se passer. Ça se trouve, Bayern et Dortmund iront rencontrer, comment il s'appelle l'allemand, la Reinhardt de la Super League. Ils lui diront, écoute, si tu as un modèle qui nous plaît, propose-le nous. Dernier mot, Polo, l'influence du public dans cette décision, parce qu'en Allemagne, il y a quand même des mouvements très forts parmi les supporters. Ils sont tous contre, ils sont vent debout. Mais ils étaient contre. De toute façon, ils sont tous contre. Ils sont toujours contre dès qu'il y a un truc. Moi, le problème des supporters en Allemagne, mais pourquoi j'aime le modèle allemand, c'est qu'il y a l'association. C'est-à-dire que le gars, le président, le CEO, Oliver Kahn, qui fait des boulettes, il peut se faire virer par l'association. Et moi, c'est ça que j'apprécie. C'est-à-dire ça te donne... Le problème dans ce débat-là, si tu veux, c'est compétitivité contre démocratie. La démocratie est imparfaite, mais les Allemands ont voté. Et ils ont dit non. Maintenant, ils en subiront les conséquences s'il y a des conséquences à subir. Mais le problème, moi, ce que je supporte pas ou plus, c'est d'entendre des économistes, au passage, qui connaissent pas grand-chose au football allemand, qui passent leur temps à dire mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils sont plus compétitifs et ceci et cela. Si les Allemands sont contents entre eux, à ce niveau-là, d'être 3e ou 4e au classement UEFA, qu'est-ce que tu vas leur forcer d'aller chercher autre chose? Moi, je suis tout bête à ce niveau-là. Mais voilà. Ok. Merci Polo, bonne soirée. Merci à vous.